Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Au micro et à la présentation, je suis Georges Tuente, PLEC et ingénieur en informatique, comme vous voyez sur votre petit écran, et également promoteur de l'Institut de formation professionnelle, le leader en informatique. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons aborder la correction du sujet d'informatique au baccalauréat CD. Session 2022. Alors, reste scotché, installe-toi confortablement, prends de quoi prendre les notes, ça va démarrer. Alors, tout de suite, on va lancer avec la première partie de cette correction d'épreuve. Bien, dans la première partie, donc, c'était intitulé le système informatique. Alors, la première question donc, qui a été posée au bac, dans cette première partie, on dit on voudrait protéger un système informatique. On demande de définir d'abord le système informatique, bien évidemment, et ensuite définir maintenance préventive. À l'entrée de jeu, je vous dis déjà de ne pas confondre l'expression système d'informatique et système d'information. Alors déjà, c'est quoi le système d'informatique? C'est un ensemble de moyens matériels, logiciels et télécommunications ayant pour but de collecter, stocker, traiter et acheminer les données dans une organisation. Alors que lorsqu'on parle de système d'information, on parle plutôt ensemble de moyens matériels, logiciels et humains. Alors qu'ici, c'est uniquement concentré plus sur le matériel logiciel. Vous voyez que cette différence au niveau des ressources, de la composition humaine déjà renvoie au système d'information. Ensuite, il faut définir maintenance préventive. Alors là, c'est une maintenance ayant pour but de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d'un système informatique. C'est vrai qu'on peut également dire que c'est une maintenance qui permet logiquement de prévenir les pannes ou le dysfonctionnement d'un système informatique. Quand on dit prévenir, ici c'est éviter. Alors, la deuxième rubrique de la question 1, c'est-à-dire le B, nommer un matériel permettant de protéger un système informatique contre les variations de tension. Parce qu'on dit que la tension varie, en fait, ça veut dire que de temps en temps, elle prend des valeurs différentes, c'est-à-dire elle peut être à 100 volts, 200 volts. Alors, le matériel dont indiqué, approprié à cet effet, c'est ce qu'on appelle en fait comme le régulateur de tension. Alors, troisième volet, donc un petit C, nommer les logiciels permettant de protéger un système informatique contre les attaques du cheval de Troie. Alors, il y a les attaques du cheval de Troie, ça nous fait penser à notre ami l'antivirus. L'antivirus. Alors, deuxième question, on va aborder déjà les réseaux. Les réseaux. On considère le réseau LAN, illustré par la figure ci-dessous. Alors, vous avez la figure sur votre petit écran. On demande de nommer l'équipement E1 et E2. Alors, je vais attirer votre attention. Si vous ne voyez pas bien l'équipement E1, je vais les encercler. Regardez d'abord l'équipement E1. Bon, comme solution, donc, E1, comme vous voyez encerclé en bleu. On voit bien que E1 permet d'interconnecter. Donc, c'est le nœud central. D'interconnecter les ordinateurs. Alors, logiquement, un équipement d'interconnexion, donc, qui joue le rôle de nœud central entre les ordinateurs. Ici, nous fait penser au switch ou au hub. Encore appelé en français commutateur pour switch et concentrateur pour hub. Alors, il est difficile de dire si c'est le switch tout de suite ou le hub parce que, vous savez, on ne peut identifier le switch ou le hub qu'en fonction de son fonctionnement. Si on avait dit identifier l'équipement qui permet l'envoi direct d'une information d'un ordinateur à l'autre, on devait tout de suite dire uniquement qu'il s'agit du switch. Ou alors, si on dit identifier l'équipement qui permet de diffuser l'information à tous les ordinateurs du réseau, on devait penser au hub. Mais comme de manière superflue, on a juste demandé d'identifier l'équipement sans toutefois faire allusion à son rôle. Je crois que la meilleure réponse est dit switch bar hub ou concentrateur bar commutateur. Alors regardez l'équipement E2, toujours encerclé juste en bas. On voit que l'équipement E2 connecte le serveur à Internet. Alors, on sait bien que pour se connecter à Internet, pour vous permettre un réseau de communiquer à Internet, il y a un seul équipement approprié qu'on va appeler donc ici
le modem. Deuxième volet du grand 2, du petit 2, c'est-à-dire le B, déterminer l'adresse IP de ce réseau. Alors, comment déterminer l'adresse IP d'un réseau? Alors, tout d'abord, quelle est la... Quand on observe dans le schéma, on voit qu'on nous a donné là, comme adresse du serveur 192.168.10.102, barre 24. Alors, il est difficile donc de déterminer l'adresse sans identifier, l'adresse réseau, sans identifier ce qu'on appelle la partie réseau et la partie machine d'une adresse IP. Je rappelle, une adresse IP a deux parties. La partie réseau qu'on appelle encore en anglais le NetID. On appelle la deuxième partie, la partie machine appelée HostID. Alors le 24 qui est encerclé là, comme vous observez, j'ai encerclé, représente le nombre de bits de la partie réseau. Je dis bien le nombre de bits de la partie réseau. Alors comme l'adresse IP a 4 octets, vous voyez bien qu'on a 4 octets sur notre petit écran, 192.168.10.102. Et comme le 24 représente le nombre de bits de la partie réseau, nous allons donc convertir ce nombre de bits en octets pour avoir exactement le nombre d'octets de la partie réseau. Alors pour convertir donc 24 bits en octets, on va diviser par 8. On va trouver 3 octets. Vous savez qu'un octet est égal à 8 bits. Ça veut donc dire que la partie réseau a 3 octets. Et les 3 octets là, c'est les 3 premiers octets. Comme vous voyez, souligné là, avec que les 192.168.10 représentent la partie réseau. Ou encore le NetID. La deuxième partie là, 102, souligné en vert, représente donc la partie machine, ou alors qu'on appelle le HostID. Donc pour trouver donc l'adresse réseau, qu'est-ce qu'on fait? On conserve la partie réseau, c'est-à-dire qu'on ne modifie rien. C'est-à-dire là, regardez, l'adresse réseau, donc je prends d'abord les 3 premiers octets, c'est-à-dire 192.168.10 que je ne modifie pas. Et la partie machine, donc qui est 102, doit être modifiée et être mise à 0. Vous voyez donc le 102 là devient 0. Donc au finish, on dit donc l'adresse réseau ici obtenue, c'est 192.168.10.0. Nous allons continuer avec la prochaine question. C. Proposer une adresse IP valide pour la configuration de l'ordinateur SEC1. Je tiens à rappeler que SEC1, sur le schéma, est un ordinateur qui appartient au réseau. Alors, pour donner une adresse IP à un réseau, il faut se rassurer que cette adresse IP soit une adresse qui a la même partie réseau que toutes les autres adresses IP, pour que cet ordinateur ne soit pas hors du réseau. Donc, l'idée, c'est de revenir, déjà là, vous observez en solution, on revient sur l'adresse IP du serveur qu'on avait là tout à l'heure. On s'est rendu compte que le 24 qui était là représentait la partie réseau. Ça veut donc dire que, comme tout à l'heure on a dit, comme ça en bits, 24 divisé par 8 est égal à 3 octets. Donc les 3 premiers octets qui sont là à ne pas modifier lorsqu'on veut donner une adresse IP au réseau, c'est 192.168.10. L'adresse à modifier, c'est la partie machine que vous voyez là, 102. Donc nous allons modifier la partie machine. Et dans la modification, je tiens à rappeler que ça doit varier entre 1 et 254. Donc nous allons modifier uniquement la partie machine, conserver la partie réseau pour donner donc l'adresse IP à un ordinateur. Et comme il s'agit de SEC1, on va donc dire ici que nous conservons donc la partie réseau et le dernier octet, on va prendre une valeur au hasard, nous allons mettre 4. Chez vous, vous aurez pu peut-être mettre 5, 6, 7, 8, 9, mais je dis ça ne doit pas dépasser 254. Donc là, dans une adresse IP valide. Donc, question D, identifier la commande complète à saisir sur la machine SEC1 pour vérifier sa communication avec le serveur. Alors, comme solution, je tiens à rappeler que la commande réservée pour tester la connectivité, parce qu'on dit commande permettant de vérifier la communication, c'est ça qu'on appelle en d'autres termes la connectivité. C'est-à-dire que je suis sur le SEC1. Je veux vérifier si je peux communiquer avec le serveur. Alors je vais faire ping. Je vais mettre la commande ping. Désolé pour ce qui est écrit, c'est pas l'adresse réseau. Je voulais dire la commande, autant pour moi. Donc ici, la commande c'est ping. Ne tenez pas compte de ce qui est écrit à l'écran adresse. Écoutez plutôt ce que je dis. C'est une erreur, elle est humaine. Donc c'est ping. Ensuite, je mets donc l'adresse du serveur.
Quand je ping, quand je mets l'expression ping, je dois mettre l'adresse du serveur parce que je fais une connectivité avec le serveur. Et donc voilà l'adresse du serveur, donc c'est 192.168.10.102. Nous allons aborder la troisième question qui paraît évidente. Il y en a tellement de réponses. On demande de citer deux caractères d'une carte mère. Alors, j'ai préparé pour vous comme solution le format. Lorsqu'on dit le format d'une carte mère, il s'agit de la taille de la carte mère. Il y a des formats de cartes mères petites, moyennes, grandes. Et également les connecteurs d'entrée-sortie, c'est-à-dire que toutes les machines n'ont pas le même nombre de connecteurs, le même type de connecteurs. Il y a des machines qui ont des ports VGA, d'autres n'ont pas de ports VGA, etc. Ensuite, dans la quatrième question, pour finir la première partie, on demande d'expliquer en 3 lignes maximum ce que fait la formule égale somme.phi A1, 2 points, A3, inférieur à 17. Alors, vous voyez donc que cette formule est composée de deux formules. Il y a la formule somme, il y a la formule phi. Alors, la formule somme, déjà, ça permet de sommer des valeurs dans une plage. Regardez, là, vous voyez, la plage là que j'ai souligné A1, A3, ça c'est le paramètre de somme. Ça veut dire que somme ici permet de sommer les valeurs A1 contenues dans A1 jusqu'à A3. Et comme il y a phi après, phi c'est une condition. Ça veut dire qu'on va sommer des valeurs qui vont respecter une certaine condition. Donc regardez, la condition ici qui va avec phi c'est inférieur à 17. Donc on va dire donc que cela permet donc de sommer toutes les valeurs inférieures à 17 situé dans la plage de cellule allant de A1 à A3. Deuxième partie de notre épreuve, très importante, qui porte sur le système d'information et les bases de données. Alors, vous avez l'exercice 1, déjà, qui parle du système d'information. Alors, on va lire rapidement. Pour la gestion de sa petite boutique, M. Kamga fait appel à vous pour l'informatisation de son processus de vente des produits. Les principes de fonctionnement des ventes est suivant. Un client passe la commande concernant un certain nombre de produits. Le nom et le téléphone du client sont recueillis et un identifiant NUM client lui est attribué. Sa commande est enregistrée avec un identifiant NUM commande ainsi que la date. Les produits stockés dans l'entreprise sont enregistrés avec un code qui les identifie, un libellé et un prix unitaire. Une commande doit contenir des produits et n'est passée que par un et un seul client. Un client doit avoir passé au moins une commande pour être enregistré. Certains produits peuvent n'avoir jamais été commandés. À l'achat d'un produit, la quantité commandée est enregistrée. À partir de la description ci-dessus et de vos connaissances en système d'information, répondez aux questions suivantes. Pas de panique déjà d'entrée de jeu, même si vous n'avez pas bien compris le texte. Je crois que à chaque réponse d'une question, on va revenir de manière détaillée sur chaque partie de notre texte. Alors, commençons d'abord par la première question. Définir entité, définir association. C'est quoi l'entité? Alors, la réponse la plus simple, c'est que la définition la plus simple, la plus concrète, la définition Android, parce que je sais que vous, en tant que candidat de bac, vous voulez des définitions faciles à retenir et également qui vous permettent d'avoir la totalité des points. On va dire donc l'entité est un objet concret ou abstrait caractérisé par des propriétés. Aussi simple que ça. Tandis que l'association, c'est un lien sémantique qui existe entre deux ou plusieurs entités. Alors, nous allons attaquer la deuxième question qui va être un peu lourde, mais je vous demande d'être un peu plus attentif, d'ouvrir grandement vos oreilles, concentrés, parce que je vais simplifier les explications pour vous permettre de pouvoir appréhender, comprendre ces notions qui paraissaient par exemple difficiles pour vous, mais aujourd'hui qui sera vraiment banalisé. Alors ici, on demande donc de produire le MCD. Vous savez, le MCD, c'est un modèle conceptuel de données décrivant ce fonctionnement en représentant les entités, les propriétés, les relations entre les entités, ainsi qu'éventuellement les propriétés, les cardinalités. Donc voilà le travail qui nous est donné. Nous allons travailler de manière simplifiée. Je vais vous montrer
un MCD que j'ai déjà fait, donc dit la réponse à la question, mais je vais vous décrire de manière détaillée comment j'ai fait pour monter ce MCD. Alors là, comme solution, vous voyez le MCD à l'écran. Je sais pour certains c'est difficile à dire comment il a fait pour arriver jusque là. C'est pas compliqué. On va aller dans le texte, on va analyser phrase par phrase pour voir comment nous avons construit ça. Alors tout d'abord, j'ai commencé par la construction des entités. C'est-à-dire, j'ai construit chaque entité. Bien. Alors, on va lire d'abord cette phrase que j'ai extraite de notre texte. Et c'est à partir de chaque phrase qu'on appelle ici règle de gestion qui m'a permis, bien évidemment, d'évoluer dans la construction du MCD. Alors, lorsqu'on dit, regardez bien à l'écran, le nom et le téléphone du client sont recueillis et un identifiant NUM client lui est attribué. Alors, dans cette phrase, on voit tout de suite que nom, téléphone, NUM client représente les propriétés et client représente le nom de l'entité. Alors voilà, vous voyez, voilà l'entité là qui a été construite là, vous voyez bien avec, comme c'est souligné là, c'est un rectangle séparé. Vous voyez bien comment j'ai séparé en bleu. C'est pour dire que le nom de l'entité, donc client, est juste en haut. Et en bas, on met le nom des propriétés. Alors vous voyez là que NUM client, on a bien dit NUM client, ici sera représenté, vous voyez ce que j'ai mis en flèche là, parmi ces propriétés, NUM client représente ici l'identifiant. Parce que l'identifiant est toujours souligné. C'est pour ça que vous voyez, c'est souligné. L'identifiant est toujours souligné. Et l'identifiant, c'est une propriété particulière qui a des valeurs uniques. Par exemple, un client n'a qu'un seul numéro. On ne peut pas avoir deux mêmes numéros pour deux clients. C'est pour ça que vous voyez, c'est souligné. Ça, c'est à ne pas vraiment oublier lorsque vous construisez votre entité client. Vous voyez, j'ai séparé complètement le rectangle. J'ai mis le nom de l'entité en haut. Ensuite, j'ai mis les propriétés en bas. Et j'ai regardé l'identifiant. J'ai pas tout de suite souligné. Donc voilà la première chose que j'ai extrait du texte. Ensuite, quand vous regardez le texte, on dit les produits stockés dans l'entreprise sont enregistrés avec un code qui les identifie, un libellé, un prix unitaire. Vous voyez donc que le produit encore ici représente le nom de l'entité et les autres éléments, c'est-à-dire le code, le libellé, le prix unitaire sont des propriétés. On va voir tout de suite également que, regardez, là comme j'ai dessiné, en rouge juste en bas, vous voyez c'est séparé, là, le nom de la table est produit en haut, et vous voyez là que tout de suite, code produit, j'ai indiqué la flèche, est souligné, parce que c'est un identifiant. Alors quand je prends encore également cette phrase, sa commande est enregistrée avec un identifiant NUM commande ainsi que sa date. Ça veut dire que commande est caractérisée par NUM commande et une date. Ça veut dire commande également, ici c'est une entité, et vous voyez le voilà, séparée évidemment comme les autres, et bien évidemment NUM commande qui est, on a bien dit, est un identifiant même dans le texte. Même si dans le texte, on ne vous a pas dit que c'est un identifiant, comme ici, on a facilité la tâche. À vous de comprendre que parmi les propriétés, il y a une propriété toujours qui a des valeurs uniques, comme NUM commande qui est unique pour chaque commande, et qui sera toujours représenté comme l'identifiant dans le modèle conceptuel. Et ça doit être souligné. Alors là, ici, vous voyez, on vient de représenter les trois types d'entités qui étaient dans le texte. Maintenant, il faut les associer. Alors, regardez qu'on va prendre cette phrase. Une commande doit contenir des produits et n'est passée que par un et un seul client. Un client doit avoir passé au moins une commande pour être enregistré. Certains produits peuvent n'avoir jamais été commandés. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord dégager les associations qui vont lier les entités. Alors, regardez un peu cette expression contenir. Ouais, une commande doit contenir, j'ai souligné en rouge, des produits. C'est-à-dire qu'entre commande et la table produit, vous voyez, regardez là, il y a une flèche bleue de ce côté, l'association contenir va naître. C'est pour ça que l'association, elle est ovale. On la sépare, on met des traits là-dessus et on met contenir. Alors, regardons l'autre association ici. On dit, et n'est passé que par un client. C'est-à-dire, la commande est passée. Et je tiens à rappeler que l'association est un verbe à l'infinitif. Vous voyez bien que le passé ici est conjugué, mais ici, vous voyez, l'association s'est passée avec ER. C'est-à-dire, l'association est un verbe à l'infinitif. Donc, il y a un lien entre commande et client qui est passé. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste de mettre les cardinalités,
les cardinalités. Alors, regardez bien ici, on va interpréter ces différentes règles de gestion. Ici, on dit, un client doit avoir au moins une commande, doit avoir passé au moins une commande. Or, lorsqu'on dit une cardinalité, c'est deux valeurs, minimum et maximum. Si on dit le client doit avoir passé au moins une commande, ça veut dire que le minimum c'est 1 et il peut passer plusieurs, bien sûr. Ça veut dire que le minimum c'est 1 et le maximum c'est plusieurs. Et plusieurs est symbolisé ici par N. Donc, regardez bien, je vais me positionner où? Le client doit avoir passé au moins une commande. Donc, je me positionne devant le client. Le client passe la commande. La cardinalité sera devant le client. Regardez juste là devant le client. Je vais mettre donc 1,N. 1 pour le minimum, N pour le maximum. Donc, et ça se place devant le client. Parce que j'ai commencé par parler du client. Il passe la commande, donc il a la cardinalité devant lui. C'est lui qui exprime la cardinalité. Donc, juste en bas, on va voir là, on dit, et juste en bas, on dit, là, vous voyez, une commande doit, là où j'ai souligné par un, c'est-à-dire une commande doit contenir des produits et n'est passée par un et un seul client. Là, maintenant, c'est la réciproque, c'est-à-dire la commande est passée par un client. Ça veut dire que la cardinalité va se positionner devant commande. Entre client commande n'est passé par un et un seul. Ça veut dire le minimum c'est 1 et le maximum encore c'est 1. C'est-à-dire, ouais, par exemple là, la cardinalité que j'ai mis là, ça veut dire 1 minimum, maximum 1. Alors, allons-y sur l'autre association. Regardez ici. On dit une commande doit contenir des produits. Vous voyez, j'ai souligné des produits. Puisqu'il y a un lien de commande et produit. Là, je mets la cardinalité devant commande. Des produits. Des produits. Ça veut dire que dans une commande déjà, on ne peut pas avoir une commande avec 0 produit. Si on a commandé, ça veut dire que le produit et le minimum, logiquement, doit être 1. Mais on dit on peut avoir des produits. Donc, j'aurai ici minimum 1, maximum N. Regardez également enfin, là en bas, on dit certains produits peuvent n'avoir jamais été commandés. D'ailleurs, je me place maintenant devant produit. Mais certains peuvent n'avoir jamais été commandés. Ça veut dire qu'il peut avoir 0 produit commandé comme minimum. Comme il peut aussi avoir plusieurs produits. Ça veut dire que là, vous avez la cardinalité 0N, minimum 0, ne jamais avoir. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir commandé un produit. Ça veut dire que également, on peut avoir commandé plusieurs. D'où l'expression 0 pour dire minimum et N pour dire maximum. Alors, on va continuer donc avec la suite. On dit à l'achat d'un produit, la quantité commandée est enregistrée. À l'achat d'un produit. Donc, entre commande et produit, vous voyez dans contenir, on va aller mettre donc également, vous voyez, quantité sera la propriété de l'association contenir. Parce que quantité ne concerne ni commande, ni produit. On n'a pas dit tout à l'heure quand on était en train de libeller les caractéristiques de commande, on n'a pas parlé de quantité. Lorsqu'on parle des caractéristiques de produit, on n'a pas parlé de quantité. Mais on dit maintenant à l'achat, la quantité commandée est enregistrée. Donc, ça veut dire qu'entre commande et produit, il y aura une expression, une propriété qui doit quantifier. Donc, et ça doit concerner donc l'association contenir. Chaque fois qu'on achète contenir, prend en compte dans la quantité du produit. Donc, nous allons tout de suite aborder notre phase. Ici, c'est quoi? On veut, la question posée ici, c'était déduire le modèle logique. Cette question ici. Là, j'ai terminé avec le modèle conceptuel. Comment déduire le modèle logique à partir d'un modèle conceptuel? Alors, ce que vous avez appris tout de suite en classe, c'est que les entités deviennent les tables. Ça, c'est la première règle dans le passage du MCD au MLD. Alors, ici, on a 3 entités. Regardez, on a l'entité client, qui est là en rouge, qui deviendra une table. Regardez, voilà comment on représente la table client. Donc, voilà l'entité client que je représente. Je prends d'abord chaque entité. J'aurai l'entité client, que je vais représenter comme la table client, comme vous avez vu là. Je représente en ligne comme on est en train de voir, juste en mettant les informations qui étaient là comme propriété avec cette notation. Il y a l'entité produit que je vais également représenter comme on voit littéralement là, linéairement là. Donc je prends encore également l'entité commande que je vais également représenter tel que c'est construit là-dessus. Maintenant, quand on a fini de représenter des entités qui sont devenues des tables, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à qui? On s'attaque maintenant à des associations. C'est-à-dire, je m'attaque avec l'association, par exemple, regardez, passé. À côté de l'association passé, vous voyez un N, vous voyez la flèche bleue. Un N veut dire que c'est cardinalité forte. Il y a ce qu'on appelle les cardinalités faibles, les cardinalités fortes. Alors, une cardinalité forte, c'est une cardinalité dont le maximum, c'est N.
Une cardinalité faible, c'est une cardinalité dont le maximum c'est 1. Donc ici, par exemple, devant passé, on a un N là, de ce côté droit, qui est une cardinalité forte. À côté, on a un 1, qui est une cardinalité faible. Et lorsqu'on a une cardinalité forte et faible, la clé primaire du côté fort va migrer vers le côté faible. C'est le principe. C'est-à-dire que, regardez là, voici la clé primaire, vous voyez l'identifiant là, du côté fort. Num client qui est en bleu va venir où? Regardez, va venir s'ajouter du côté commande. Je recommence. Vous voyez, le côté fort, c'est où il y a un N. Et le côté faible, c'est il y a un 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la cardinalité faible, c'est lorsque le maximum c'est 1. La cardinalité forte, c'est lorsque le maximum c'est N. Donc, quand c'est comme ça, on regarde dans l'identifiant du côté fort qui va aller s'ajouter au côté faible. Le côté faible ici, c'est commande. Donc, on va donc voir donc que, regardez là, l'identifiant ici, en bleu, va venir s'ajouter juste du côté commande. C'est pour ça que vous voyez, on a mis dièse num client. Et quand ça s'ajoute, on fait précéder de dièse pour dire qu'il devient une clé étrangère. Parce que c'était une clé primaire ailleurs, mais arrivé chez le voisin, il devient une clé étrangère. Et comme on essaie de noter une clé étrangère, on précède de dièse. Alors regardons les cardinalités de l'autre côté. Ici on a un N, toujours. Là on a un N, ça veut dire cardinalité forte, puisque le maximum c'est N. Ici on a 0 N, ça veut dire que la cardinalité c'est forte, le maximum c'est N. Qu'est-ce qui se passe? Quand les deux cardinalités, une association de cardinalités fortes, l'association lui-même, elle-même, autant pour moi, devient une table. Regardez, on va avoir la cardinalité contenue, qui prend en compte d'abord sa propriété quantité. Maintenant, il va hériter, c'est-à-dire, regardez, ici, voilà num commande qui va venir s'ajouter, num et code de produit vont venir à leur tour s'ajouter, mais cette fois à l'association contenue. Je reprends, lorsqu'on a une cardinalité, une association qui a deux cardinalités fortes de part et d'autre, l'association devient automatiquement une nouvelle table, comme vous avez vu contenue. Comme elle avait sa propriété quantité qui reste, maintenant les deux identifiants des deux tables qui sont liées à elle, comme là on a vu num commande et code de produit, viennent s'ajouter à elle, comme là, et précéder de dièse, comme tout de suite, comme tout à l'heure. Et ainsi donc, on obtient ce qu'on appelle le modèle logique. Alors là, vous voyez, on va passer à un autre exercice, toujours la deuxième partie. Exercice 2, base de données. Alors là, vous avez notre base de données. La première question ici, c'est quoi? Donner deux commandes SQL de définition des données et deux commandes SQL de manipulation de votre choix. Alors lorsqu'on parle de définition de données comme solution, il y a ce qu'on appelle les commandes drop. Drop qui veut dire supprimer la table. Et drop est catégorisé dans la partie ce qu'on appelle les commandes de définition. Parce qu'il y a les commandes de manipulation qu'on va évoquer tout à l'heure. Il y a create également, qui est une commande de définition des données. Côté, nous avons les commandes de manipulation. En général, les commandes de manipulation sont au nombre de 4. Il y a la commande delete, il y a la commande update, il y a la commande insert, into, et la commande, logiquement, select. Donc voilà quelques commandes de manipulation des données. Deuxième question. Écris une requête SQL permettant d'ajouter une colonne classe. Alors là, c'est déjà une requête de définition. On va ajouter une nouvelle colonne dans un nouveau champ. Alors, comment ajouter? Premièrement, mais in alt table. Le nom de la table, ça dit élève. Alt table, élève. Maintenant, pour ajouter, on met add, on met le nom de la colonne du champ ajouté, c'est-à-dire classe. On met le type de données. Dans une classe, on va dire terminal des premiers, ça, ce sont les chaînes de caractères. Varchar. Et on a précisé la taille variable et le maximum 12. Varchar veut dire taille, chaîne de caractères variable, parce que le contraire de varchar, c'est char. Char, c'est chaîne de caractères fixe. Donc ici, le maximum, c'est 12, entre parenthèses, là, 12. Et comme c'est une requête, on n'achève pas un point virgule. Aussi simple. Bien, on va passer à une autre requête, une autre question. Donner sous forme de tableau le résultat de la requête ci-dessus. Alors voici la requête qu'on a juste en haut là, regardez. Là, select. Vous voyez, j'ai bien mis en rouge là, regardez bien sur votre écran. Select d'abord. Est-ce qu'on peut donner un résultat sans interpréter la requête? Non, il faut d'abord l'interpréter. Select que j'ai souligné veut dire afficher. Qu'est-ce qu'on veut afficher? Regardez, on va afficher le nom, le prénom, le sexe. C'est-à-dire, on va s'attarder uniquement sur l'affichage des colonnes nom, prénom, sexe tel que c'est souligné.
Donc regardez bien, ça va concerner quelle colonne ici. Regardez bien comme j'encadre les colonnes donc concernées dans notre table. Nom, prénom, sexe. Donc on va donc venir d'abord ici pour le résultat, on met d'abord la colonne. On dessine d'abord la colonne nom, la colonne prénom, la colonne sexe. Maintenant, puisqu'il y a une condition, vous voyez bien, on a mis where, sexe différent, parce que le symbole là c'est différent, de F, et en âge égale à 18. Donc regardez là, sexe différent, de F, et là, âge devant 18. Donc on va afficher le nom, le prénom et le sexe de tous ceux qui respectent cette condition. Alors quand on regarde dans la table, quel est le sexe différent de F? Il y en a deux. Il y a M, on va voir qu'il y a M et M, il y a deux. Il y a Yann qui est masculin, il y a Ebodé qui est masculin. Sauf qu'on a dit que l'âge doit être 18. On voit donc que la seule personne dont le sexe est différent de F, donc qui est masculin, et dont l'âge égale à 18, c'est la première ligne. Donc on va afficher donc le nom qui sera donc Yann Mvondo M, qui concerne donc, respecte les critères de cette requête. Quatrième question, écris une requête qui affiche la liste de tous les élèves de sexe féminin ayant au moins 18 ans. Ayant au moins 18 ans. Alors ça veut dire quoi? Afficher d'abord c'est quoi? On a dit qui affiche, écrit select. À l'examen officiel, lorsque vous écrivez déjà select, rassurez-vous, c'est qu'on pouvait avoir un 0,25. Si vous avez des difficultés à répondre à une question pareille, et que vous maîtrisez au moins l'affichage, la requête d'affichage, n'hésitez surtout pas de mentionner sur votre copie, même si vous ne voulez plus continuer la requête, pour bénéficier des faveurs du jury, des correcteurs, également des faveurs logiquement du corrigé national. Donc je mets d'abord select. Maintenant on dit afficher la liste des élèves. Quand on dit la liste, je vais mettre étoile. Quand on précise les colonnes, on va plus mettre étoile. Si j'avais dit afficher le matricule, afficher le nom, je vais mettre select matricule, virgule nom. Mais là, on dit afficher juste la liste des élèves. Il n'y a pas une précision sur les colonnes. C'est une colonne précise ici. Donc, ça veut dire que je dois uniquement mettre étoile lorsqu'on ne précise pas la colonne à afficher. Donc, je vais mettre select étoile. Étoile ici représente toutes les colonnes. Donc, je mets select étoile. J'enchaîne avec l'expression from. Je mets le nom de la table. Donc, from quoi? Élève. Table élève. Y a-t-il des conditions? Oui. On a dit afficher la liste de tous les élèves de sexe féminin. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde. Il faut qu'ils soient de sexe féminin et qu'ils soient au moins de 18 ans. Comment mettre une condition? On met donc where qui introduit la condition. Je regarde quelle est la colonne concernée par la condition. Vous voyez ici, comme là, la colonne concernée par la condition. Ici, vous allez voir que là, c'est sexe, ce que j'ai souligné juste en haut là. Donc, il y a la colonne sexe qui est égale à F. Là, Anne. Puisqu'on a dit que le sexe est féminin. Et vous voyez bien que dans la table, j'ai bien souligné, regardez la table. Vous voyez que, pourquoi j'ai mis sexe égal à F? Parce que quand on dit sexe est féminin, la colonne concernée par la condition, c'est sexe. Et dans la table, on a vu que c'est quand on reconnaît le féminin par F. Vous voyez, mais sexe égal à F. Bon, mais que sexe égal à féminin? Non. Parce que dans la table, il n'y a pas féminin. Il y a F. Alors, comme il y a une deuxième condition, je vais mettre en. Maintenant, on dit âgé de moins de 18 ans. Donc, il y a la colonne H qui sera inférieur à 18. Inférieur à 18. Et n'oubliez surtout pas donc le point virgule à la fin de votre requête. Alors, je vais faire une pause publicitaire. Je vous ai dit, je suis le promoteur de la collection Leader en informatique. Je suis le promoteur également d'une institut de formation professionnelle. Alors, vous voyez là, vous allez me permettre de vous orienter après votre bac. Bien évidemment, vous voyez là, ça c'est la fiche de l'institut dont je suis le promoteur. Et là, vous voyez, on offre des formations de qualité, des formations innovantes dans l'informatique. Un domaine aujourd'hui prestigieux qui peut vous rendre très riche. Alors, il y a des domaines comme l'infographie, secrétariat bureautique, montage vidéo, maintenance des réseaux informatiques, maintenance informatique, secrétariat comptable, marketing digital, génie logiciel, délégué médical, etc. Alors, vous voyez là, nous sommes situés à Tchang. Nous formons dans le domaine du DQP. Ça, c'est un diplôme délivré par le ministère de la formation professionnelle. Nous formons également des étudiants qui veulent l'obtention du BTS, la licence professionnelle, et logiquement nous assurons des formations de qualité et nous rassurons que nos étudiants sont compétents pour pouvoir être prêts à l'emploi. Là-dessus, n'oubliez surtout pas que même si vous êtes à Garoua, à Maroua, à Yaoundé, vous êtes dans n'importe quel pays, nous pouvons assurer des formations en ligne à distance, des formations professionnelles à distance, que ce soit des formations à la carte, etc. Nous également faisons dans la vente des matériels informatiques, nous assurons la vente des ordinateurs de qualité pour vos études supérieures, des ordinateurs, des imprimantes, des clés USB de qualité à des moindres prix, des télévisions numériques, des disques durs et j'en passe. Également, si vous voulez procurer la documentation,
Je suis également le propriétaire, l'auteur, le promoteur, l'éditeur d'une collection, le leader en informatique qui a déjà fait ses preuves sur tout le territoire national, qui va du 6e en terminale, très riche, qui contient pratiquement le noyau de ce qu'il faut pour se former et avoir ses examens. Alors nous allons continuer toujours dans notre vidéo avec la 3e partie donc qui parle de l'algorithme et programmation. Alors surtout n'oubliez pas mon numéro de téléphone, c'est le 679 63 76 22. 679 63 76 22. Ça c'est mon numéro business. Vous pouvez écrire par WhatsApp et vous aurez logiquement la réponse à vos inquiétudes. Alors là nous avons dans la 3e partie algorithme et programmation. Alors ici, on demandait d'expliquer en 2 lignes ce que fait la ligne 3 de l'algorithme. Alors vous voyez bien la ligne 3 de l'algorithme, c'est on a mis exactement tab 2 points tableau. Regardez bien là, on va dire que ça permet de créer un tableau. Vous voyez on a déclaré tab 2 points tableau 1 à 5 d'entier. Ça veut dire que ça permet de déclarer un tableau nommé. Il est important de préciser les détails. Nommé tab. On déclare un tableau nommé tab. Là, le nom est important. De taille 5. Quand on dit de 1 à 5, ça veut dire de taille 5. De 1 à 5 veut dire taille 5. De type entier, puisqu'on ça finit par entier. Voilà 3 éléments importants pour expliquer cette ligne. Ensuite, en deuxième question, on demande de réécrire les lignes 7, 8, 9 de cet algorithme en utilisant la structure itérative tant que. Alors, vous voyez donc, regardez là, comme c'est souligné ici. Vous voyez que dans l'algorithme, la ligne 6, on dit pour i allant de 1 à 5. Fait. Dans la boucle pour, vous voyez donc pour i allant de 1 à 5, ça veut dire que i commence à 1. C'est automatique. Avec tant que le i ne peut pas commencer à 1, c'est pas automatique dans tant que. Donc lorsqu'on veut traduire, il faut déjà savoir que pour i allant de 1 à 5, le i là doit être initialisé avec tant que parce que lui ne permet pas de l'initialiser automatiquement, alors que pour l'initialiser. Donc la première chose à faire, c'est mettre i à 1 avant d'engager tant que. Vous voyez, c'est pour ça que je mets à l'écran, i reçoit 1. Alors qu'avec pour, on n'en a pas besoin, puisqu'on dit que pour i de 1 à 5. Alors que tant que intègre uniquement la condition. Comme on dit de i de 1 à 5, ça veut dire que i, la condition dans tant que pour continuer à faire la même opération bouclée, on va dire que i doit être inférieur ou égal à 5. Je vais mettre donc tant que i inférieur ou égal à 5. Ensuite, il va ajouter les instructions qui s'y trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire écrire, lire, table de i. Alors, le seul problème, c'est que la boucle pour également, quand on dit pour i de 1 à 5, ça veut dire que la valeur de i s'incrémente automatiquement. S'incrémenter veut dire que i passe à 1, i passe à 2, i passe à 3, i passe à 4, de manière automatique. Alors ici, si on en boucle tant qu'il n'y a pas cet automatisme, il est important d'ajouter, comme vous voyez à l'écran, l'incrémentation pour que la valeur de i aussi puisse se changer. Que i quitte à 1 et puis passer à 2. Donc, vous voyez, il y a 2 différences fondamentales entre tant que pour, c'est que dans pour, l'incrémentation est automatique, l'initialisation est automatique. Ça veut dire que lorsque vous voulez quitter de l'un à l'autre, si vous voulez quitter de pour à tant que, vous allez automatiquement initialiser et incrémenter. Si vous voulez quitter de tant qu'à pour, vous allez effacer, vous allez détruire l'expression initialisation qui est déjà automatique là-bas et détruire l'incrémentation. Et donc là, je vais mettre donc fin tant que pour terminer logiquement ma traduction. Alors, je vais passer à la question 3. Exécutez pas à pas l'algorithme sur votre feuille de composition. Alors, vous, candidats du bac, n'essayez surtout pas de fuir cette question, hein, malgré que vous ne comprenez pas, parce qu'elle viendra toujours. C'est l'objectif de la classe de terminale. L'exécution d'un algorithme. Alors, je vais essayer d'être plus simple pour vous aider à comprendre ces notions. Alors, lorsqu'on veut exécuter un algorithme, on prend d'abord toutes les variables déclarées. Je vous rappelle que même un tableau est une variable. On met dans un tableau, comme vous allez voir à l'écran, regardez, je fais un tableau, vous voyez, il y a la variable i, la variable tab de i, puisque le tableau est une variable, et la variable trv, qui est, comme il y a une boucle pour, il y a une structure conditionnelle si, qui utilise la condition tab de i inférieure à trv, je crée également une colonne pour cette condition. Alors, je vais exécuter donc pas à pas, ligne par ligne, regardez, là je vais d'abord à la ligne 10, là on a mis trouver reçoit 0. À trouver reçoit 0, qu'est-ce que je fais? Ici, je mets 0 au niveau de trouver. Regardez dans le tableau, j'ai mis 0. Je dis pour i allant de 1 à 5. Ça veut dire que la valeur de i va commencer à combien? À 1. Je mets d'abord 1 sur un endroit de i. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. On regarde table de i et table de i. Ça veut dire que quand il y a un table de 1, c'est combien? Regardez en haut là. J'ai souligné 5. J'écris 5 ici. Tout simplement. Ensuite,
On regarde la condition. Si la condition est vraie, vérifiée, j'entre dans la boucle. Alors, si on remplace la valeur de table de I actuellement c'est 5. On va voir que 5 est inférieur à 0. Donc, si on remplace trouver actuellement c'est 0. La condition elle est fausse. 0 ne peut pas être supérieur à 5. Comme c'est faux, ça veut dire qu'on ne peut pas exécuter l'instruction qui est juste après ci. Vous voyez, après c'est la ligne 13. On a mis trouver TRV reçoit table de I. Pour exécuter ça, il faut que la condition soit vraie au niveau de ci. Mais comme ce n'est pas vrai, on va repasser à l'instruction pour, on va encore évoluer à 2. Il va passer à 2. Table de 2, c'est 7, vous voyez, j'ai souligné. On va mettre ici 7. On va regarder encore. Est-ce que la condition dont table de 2, qui est 7, est inférieure à 0, c'est faux. On va continuer le même processus là. Il va passer à 3. La valeur de table de 3, c'est 1. Ensuite, on regarde, est-ce que 1 est inférieur à 0, c'est faux. On passe ensuite 4. Voilà, la valeur c'est 2. Est-ce que c'est inférieur à 0, c'est faux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, jusqu'à ce qu'on va arrêter à 5. On va se rendre compte que le résultat, c'est que trouver restera toujours à 0. On va passer à l'exercice 2, la programmation. Alors ici, on vous donne un tableau, là. On demande de traduire en langage C. Alors regardez le comment pour la première ligne. Regardez, ici on a déclaré un tableau, table 2.tableau 0 à 5 d'entier. Alors le type ici c'est quoi? Entier. Pour traduire la déclaration d'un tableau en C, on commence la déclaration d'un tableau par le type. C'est-à-dire que regardez, en C c'est entier, et en algorithmique c'est entier, mais en C entier devient int. Regardez, j'écris d'abord int. Là-bas ici en C, je commence d'abord par le type. Tout ce qui s'appelle déclaration commence par le type. Donc le type, je dois juste transcrire le type de l'algorithme en C. Entier devient int en C. Terminé. Donc int, après je regarde quel est le nom du tableau. Regardez, c'est tab. Je viens ici, je mets tab. Maintenant je regarde la taille. Je regarde la taille, regardez, le tableau va de 0 à 5 en algorithmique. Et de 0 à 5, ça veut dire la taille 6. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça donne 6. Je vais dire entre crochets ici, je mets 6. Je mets la taille et je mets point virgule. Deuxième ligne, li. Li devient scanf, comme vous voyez là. Li devient scanf. J'ouvre la parenthèse, je mets %d. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise scanf, on met le format de la variable utilisée. Au tout à l'heure, on a vu que le tableau est déclaré de type entier. Et un entier, donc int, en fait, le format d'une variable de type entier, c'est %d. Lorsqu'on utilise scanf, on met d'abord le format. Et le format se met entre guillemets, virgule, je mets le et commercial avant de mettre table de i, et commercial, qui renvoie l'adresse. Le et là, c'est obligé. Il faut savoir définir ce et commercial. Donc, je mets le et commercial, table de i et point virgule. Maintenant, le pour i allant de 1, pour devient for, et le for a 3 paramètres. Premier paramètre, on dit pour i allant de 1 à 5, donc i allant de 1 à 5. Ça veut dire que i est initialisé à 1. Premier paramètre, on initialise i à 1. Point virgule. Maintenant, i va de 1 à 5, donc ça veut dire que la condition maintenant, deuxième paramètre, i doit être inférieur ou égal à 5. Bon, désolé, vous avez vu à l'écran 1. En fait, c'est 5. Parfois, je commets des erreurs pour aussi attirer votre attention sur la vidéo. C'est 5. I inférieur ou égal à 5. Vous allez modifier sur votre vidéo avec votre bic si vous voulez. Alors, ici, la troisième condition, c'est incrémentation. Je mets i++. Et là, on met faire. Faire remplacé donc par l'accolade ouvrante. Que j'ai oublié de mettre aussi. Que vous devez ajouter sur votre vidéo. Il y a où il y a fait, il y a une accolade ouvrante qui manque là. Et enfin, fin pour, il y a une accolade fermante. Voilà. Maintenant, dernière ligne, il y a trouvé i de point entier. Là, c'est une déclaration de variables. Alors, quand on déclare les variables, comme je vous ai dit tantôt, on commence par le type. Donc, je mets d'abord, voilà, entier. Je mets d'abord int. Après, je mets le nom des variables. Voilà, trouver i, qui devient, je mets le nom des variables, trouver i, je ne sais pas, par point virgule. Alors, très ravi de pouvoir partager mes connaissances avec vous pour pouvoir vous aider dans la préparation de votre bac qui n'est pas surtout très facile en ce moment avec beaucoup de stress. Je vous souhaite vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de courage et surtout n'hésitez pas à me contacter au moins de soucis en cas d'orientation après votre bac ou au moins de soucis dans l'incompréhension de ma vidéo ou autre sujet concernant la préparation de votre bac en informatique. Sur ce, je vous laisse. Je passe une très bonne journée, bonne soirée. À bientôt.